Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et de l'intérêt. Aujourd'hui, c'est vendredi, nous allons parler santé. Deux invités aujourd'hui. Docteur Nathalie François nous parlera du glaucome à l'occasion de la Semaine internationale de lutte contre le glaucome. Et dans un second temps, nous aurons le privilège d'accueillir le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Cancer, mythe et réalité, quoi faire pour ne plus avoir peur des cancers, thème de sa prochaine conférence. Avec nous déjà et en studio, le docteur Nathalie François. Docteur, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et je dis bonjour également aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio Télémétropole. La semaine internationale contre le glaucome, c'est une semaine de sensibilisation ou une semaine de rappel? Autrement dit, on veut faire savoir que le glaucome est là, que le glaucome existe et qu'il peut rendre aveugle. Exactement. Donc, nous rappelons que la journée internationale du glaucome est le 12 mars. Cependant, puisqu'il s'agit d'une pathologie cécitante et irréversible, donc à ce moment, on a pensé de façon internationale qu'il serait bien d'avoir une semaine visant à un rappel pour le dépistage également précoce du glaucome en vue d'éviter les cas de cécité par le glaucome. Donc, ce matin, je suis là, représentante de la clinique aux petits soins, et toujours pour travailler dans notre mission qui est la sensibilisation de la population sur les pathologies oculaires, surtout celles qui entraînent la cécité. Donc, nous allons parler de l'importance du dépistage précoce du glaucome. Nous allons parler de ce que c'est, en gros, le glaucome et pourquoi faire le dépistage et quel avantage on tire de faire le dépistage et le traitement du glaucome. Donc, vous parlez de dépistage, est-ce que c'est la seule chance qu'on a de ne pas devenir aveugle? OK. Donc, au fait, lorsqu'on parle du glaucome, on va rapidement faire une mise en contexte pour dire ce que c'est que le glaucome. Au fait, le glaucome, c'est une altération, une atteinte au niveau du nerf optique. En fait, tout ça, ça peut paraître virtuel pour quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde. Eh bien, le nerf optique, c'est le canal, c'est-à-dire que c'est un nerf qui relie l'œil au cerveau. Parce que n'oubliez pas que la vision, en fait, pour voir, l'œil capte les images, mais c'est le cerveau qui les interprète. Et donc, le nerf optique sert de liaison entre l'œil et le cerveau. Maintenant, dans le cas de glaucome, on a une altération qui se fait au niveau même du nerf optique, où on a une perte accélérée des fibres du nerf optique. Cette perte, elle existe normalement chez tout le monde. Cependant, dans le cas de glaucome, cette perte, elle est accélérée. Et on a remarqué également que dans les cas de glaucome, on a très souvent une augmentation de la tension au niveau des yeux. En fait, dans ce cas, on parle de glaucome primitif parce qu'il y en a en fait beaucoup de types. Mais celui qui nous intéresse là ce matin, c'est le glaucome primitif qui est une pathologie chronique et donc qui se caractérise aussi par une perte du champ visuel. Donc, c'est-à-dire que la vision périphérique sera de plus en plus affectée chez ce patient-là qui souffre de glaucome. C'est à travers les âges, à travers le temps? OK. Au fait, ce n'est pas une pathologie que l'on peut prévoir. On ne peut pas prévenir que quelqu'un va avoir un glaucome. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire le dépistage. Cependant, il y a des facteurs de risque. Donc, parmi les facteurs de risque, il y a l'âge. Donc, passé la quarantaine, on a beaucoup plus de risques de développer un glaucome. Donc, c'est à ce moment que le dépistage devient encore beaucoup plus primordial. Et donc, oui, l'âge est un facteur de risque. Et cependant, on n'est pas obligatoirement atteint de glaucome à 40 ans. Donc, à cet âge, il faut se faire dépister. Mais également, chez nous, en Haïti, nous savons que nous sommes d'une ascendance africaine. Et il faut dire que le glaucome est beaucoup plus fréquent chez les personnes d'une ascendance africaine. Et donc, nous sommes beaucoup plus prédisposés à développer un glaucome également chez nous. Et également, il y a également les facteurs familiaux. Donc, c'est-à-dire que... Ah, OK. C'est la question que j'allais vous poser, à savoir si ma mère avait le glaucome, est-ce que je suis obligé de l'avoir aussi? Voilà.
Donc, on ne va pas parler on ne va pas dire héréditaire, de préférence un caractère familial. Donc, on a réalisé que lorsqu'il y a une personne de la famille qui souffre de glaucome primitif, il peut y avoir beaucoup d'autres membres de cette même famille à développer également le glaucome. Donc, en gros... Oui, mais en fait, c'est dû à quoi? Est-ce qu'il y a un comportement à adopter pour ne pas avoir le glaucome? Malheureusement. Après 40, 50 ans, est-ce que c'est seul le dépistage qui peut nous aider à nous en prémunir? Exactement. Donc, malheureusement, le glaucome ne peut être prévenu. Le glaucome primitif ne peut être prévenu. Donc, c'est pour ça que le dépistage joue un rôle important, parce qu'il faut se faire dépister pour savoir si on l'a. Et si on l'a? Et si on l'a, maintenant, l'objectif du traitement, lorsqu'on sait qu'on a un glaucome, c'est de conserver la vision. Parce que quelqu'un qui souffre d'un glaucome aura un traitement, mais ce traitement va viser à préserver la vision. Ce traitement-là ne vise pas à améliorer la vision, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jusqu'à présent reconstituer les fibres perdues. Donc, le traitement vise à protéger les fibres optiques qui restent au niveau du nerf. Donc, je ne peux pas être aveugle. Je ne vais pas mourir aveugle. À condition que le traitement soit bien conduit. OK. Donc, entendez par bien conduit, la prise de façon régulière des médicaments? La prise régulière des médicaments et un suivi également régulier. Parce qu'un patient, allons dire qu'un patient est sous médication. Ce patient peut avoir des variations de la pression intraoculaire pendant qu'il est même sous traitement. Donc, à ce moment-là, ça peut arriver qu'il ait besoin d'un ajustement. Ça arrive aussi des fois que, même dans les rendez-vous, on a l'impression que la pression intraoculaire est stabilisée. Par contre, lorsqu'on reprend un champ visuel, on voit que non, les pertes continuent au niveau du champ visuel. Et donc, il faut être beaucoup plus agressif. Des fois, on a recours à une intervention chirurgicale ou un traitement au laser. Donc, c'est pour ça que je parle d'une bonne compliance de patients glaucomateux, parce que le suivi est très important pour préserver la vision de ce patient-là. Et la différence entre cataracte et glaucome? OK. Donc, nous avons, comme nous l'avons dit au départ, c'est le nerf optique qui est affecté dans les cas de glaucome. Par contre, la cataracte, c'est le cristallin. Donc, allons dire que dans la majorité des cas de cataracte, c'est lié à l'âge. Ce serait, allons dire, comme... Les deux, cataracte et glaucome, Non. ne sont pas tous liés à l'âge? Allons dire que l'opacité du cristallin, dans le cas de cataracte, va venir quand même avec l'âge. C'est comme avoir des cheveux blancs un jour. Donc, ça va quand même arriver. Par contre, le glaucome, c'est pour ça qu'on a parlé de facteurs de risque. Quand on parle de facteurs de risque, c'est-à-dire que ce sont les caractéristiques propres à une personne ou à une population qui rend cette personne-là beaucoup plus susceptible à développer cette pathologie. Mais ça ne veut pas dire que, obligatoirement, la personne aura un glaucome, puisque cette personne a passé les 40 ans. Non. Donc, puisqu'on ne sait pas après 40 ans qui l'a et qui ne l'a pas, il faut donc un dépistage précoce. Et par rapport à tout ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le glaucome primitif chronique, il n'a pas de symptômes particuliers qui alertent quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un peut avoir un glaucome et ne jamais le savoir. Parce que c'est une pathologie silencieuse. Donc, c'est là aussi que le glaucome devient beaucoup plus dangereux. Et même dans les pays où les soins sont, allons dire, relativement très avancés, on a réalisé, allons dire par exemple aux États-Unis, que plus de la moitié des patients glaucomateux ne savent pas qu'ils ont un glaucome. Parce qu'ils n'ont pas de symptômes, ils n'ont pas de signes d'alarme qui les emmènent en consultation pour qu'ils se fassent dépister. Est-ce que la cécité sera brusque? Elle n'est pas brusque, c'est une pathologie chronique. Donc au fur et à mesure, la personne va commencer par perdre de sa vision, mais de la vision périphérique. Jusqu'à ce qu'à un stade avancé, si le patient n'a jamais eu un traitement approprié, à ce moment, la vision centrale sera également affectée ou la personne... Et donc un petit peu les auditeurs et les téléspectateurs, vous parlez de vision périphérique, c'est-à-dire quelqu'un qui souffre du glaucome ne va pas pouvoir regarder oui, c'est-à-dire à droite ou à gauche? Oui. C'est-à-dire que là maintenant, si je vous fixe, je vous regarde, mais si quelqu'un passe à côté de moi, j'arrive quand même à apercevoir cette personne-là. Donc, une personne qui souffre de glaucome va perdre de son champ visuel, mais en périphérie d'abord.
Okay. Jusqu'à ce que ça arrive au centre. Je pourrais profiter de l'occasion pour faire un petit exercice pour voir. Oui, je vois. Est-ce que je peux voir ou est-ce que je ne vois pas? Rapidement. Donc, est-ce que ça veut dire, ça peut vouloir dire que je tiens encore? Si je peux voir. Oui. Mais cependant, c'est pour ça qu'il y a des tests également, ce qu'on appelle le champ visuel. Il y a un examen même de champ visuel qui va permettre de déceler les petites pertes qui sont, allons dire, très sensibles et qu'on n'arrive pas, par un simple geste, de détecter. Et vous dites perte, vous ne dites pas symptômes. Non. Voilà, parce que ça, c'est un signe périmétrique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on arrive à déceler avec un examen. Mais à l'examen, par exemple, le patient glaucomateux n'arrive pas à s'en apercevoir. Parce que ça vient, c'est quelque chose d'insidieux, ça vient et lentement. Donc, c'est-à-dire que, puisqu'il y a une accoutumance également à ne pas voir de temps en temps à côté, donc la personne a tendance à s'y habituer et ne même pas s'en rendre compte. OK. Donc, c'est d'abord la vision périphérique qui est atteinte. Et puisque très souvent, la personne peut voir très clair, droit devant elle, donc cette personne-là croit qu'elle a une bonne vision. Et pour autant, la vision, elle est affectée, mais à partir du champ visuel, donc en périphérie, la vision est déjà affectée. Est-ce que la population glaucomateuse en Haïti est importante? Vous avez des chiffres, des statistiques? Les statistiques jusqu'à présent parlent d'à peu près de 7% de la population. Oui, jusqu'à présent, d'à peu près de 7%. Mais ce qui est important aussi de signaler, dans les pays en voie de développement, on a réalisé que le glaucome rend 80% des patients avec un glaucome aboutissent à une cécité. Donc, ce qui est très dangereux parce qu'ils ne se font pas dépister à temps. Et donc, ou lorsqu'ils se font dépister, le traitement n'est pas bien conduit, c'est un patient qui ne revient pas en consultation. Et là, maintenant, nous, ophtalmologues, nous avons un grand travail à faire parce que l'information est importante aussi. Parce que savoir déjà qu'on souffre de glaucome et décider de faire un traitement, c'en est un. Mais maintenant, il faut également que les patients puissent comprendre ce qu'ils font, quel est l'objectif du traitement. Parce que très souvent, ça arrive qu'un patient ait un glaucome, on lui prescrit des médicaments, et au bout d'une semaine, il se dit, bon, pas repiquer, non, là, mieux vaut que j'arrête le médicament. Je ne sens pas encore les résultats. Mais c'est parce que la personne ne savait pas quel objectif il avait à suivre pour le traitement. Au fait, l'objectif, c'est de stabiliser la tension de l'œil. On fait des reproches aussi aux médecins haïtiens. On dit qu'ils ne parlent pas assez, qu'ils ne parlent pas suffisamment à leurs patients. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce qu'un patient doit savoir quel est l'objectif de son traitement pour être compliant à ce traitement-là. Parce que très souvent, les gens se disent, ah, ok, j'avais un rendez-vous, j'y étais, j'ai déjà fait ce test, mais si le patient savait dès le jour de son diagnostic, qu'il devait avoir au moins un suivi 4 fois l'an, à ce moment-là, il serait déjà prédisposé à retourner en consultation et avoir un bon suivi. S'il savait que cet examen-là, il devrait au moins le reprendre chaque année, il serait beaucoup plus compliant. Quand on parle de glaucome, quand on parle peut-être de cataracte, on ne parle pas ici de la nécessité de porter des verres. Ça, c'est la nécessité de porter des verres. Je pense que là, on revient peut-être à la vision dès la plus petite enfance, quand on parle des verres, parce que jusqu'à présent, je ne crois pas que ça soit obligatoire dans les écoles d'avoir un compte rendu c'est-à-dire une évaluation de la vision des enfants. Et nous, à la clinique optique soins, on travaille beaucoup là-dessus, la vision et le rendement scolaire. Et je pense que si on commence à la plus petite échelle, on peut avoir, et dans les années à venir, une meilleure couverture en termes d'ophtalmologie. Donc, on fait beaucoup de séances de formation pour les parents, pour les sensibiliser au fait que les enfants, dès leur plus jeune âge, déjà en préscolaire, ils doivent avoir une évaluation parce que, quand même, la vision, quand on parle de la vision, on voit, c'est ce qui nous aide à mieux communiquer avec notre environnement, ça nous protège de certains accidents, ça nous rend beaucoup plus productifs pour les études aussi. Il ne faut pas oublier que 80% de la formation passe par une représentation visuelle. Donc, comment comprendre qu'un enfant soit prêt pour aller à l'école, mais sans savoir, sans que les parents sachent vraiment si cet enfant a une bonne vision et qu'il y ait un moyen de réceptivité des connaissances. Donc là, nous avons encore, nous, ophtalmologues du pays, beaucoup de travail à faire. Donc nous, on s'y met déjà.
Et effectivement, je suis d'accord. Et les lunettes, il faut donc une évaluation le plus tôt possible. Il y a différents types de prescriptions, et dépendamment de l'erreur de réfraction qu'une personne peut présenter. Mais je pense qu'il faut commencer dès le plus jeune âge. On se fait dépister, les résultats révèlent qu'on est glaucomateux. Est-ce que cela veut dire que la prise en charge est obligatoire, une prise en charge est obligatoire? Oui, une prise en charge est obligatoire et il faut dire que c'est une pathologie chronique. Donc la personne sera toujours sous traitement. Le traitement ne vise pas de guérir d'un glaucome, mais on aura un suivi pour préserver la vision. Et quand vous dites pour préserver la vision, on ne sera pas aveugle? Exactement. Si le traitement est effectivement bien conduit. Sinon? Oui. Sinon, on va arriver à la cécité, malheureusement. Oui. Maintenant, quelqu'un qui nous suit maintenant et qui est âgé, qui a plus de 40 ans, Plus de 40 ans. ou encore qui a franchi le cap de la cinquantaine et qui n'a jamais pensé à avoir un ophtalmologue pour voir sa situation, pour se faire une idée exacte de sa situation. La meilleure chose à faire après cette émission, c'est de chercher à vous consulter. Voilà. Et je pense que là, ils sont déjà dans le bain, ils ont une idée de ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est un dépistage qui s'avère obligatoire, surtout à cet âge. Nous avons l'âge, nous avons également notre ethnie qui rentre en jeu. Et donc, il faut un dépistage. Donc, nous, comme contribution, nous avons apporté à la population 2 journées de portes ouvertes, en fait, les jeudis et vendredis, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est toujours de mise, de 8h à 4h à la clinique aux petits soins. Et c'est au numéro 61 de la rue Fernand au Canapé Vert. Et ils peuvent appeler, s'ils veulent, avant d'arriver à la clinique, c'est le 43 02 27 27. Donc, ce sont 2 journées de dépistage de glaucome gratuitement à la clinique. Il n'y a rien de commun qu'on organise pour l'occasion? Pour l'occasion, je pense qu'il y a beaucoup d'autres activités. Il y a beaucoup d'autres activités. Mais je crois quand même qu'il en faudrait davantage. Alors, j'ai toujours aimé ce slogan « Géo, c'est DG dans tête ». Donc, si vous y tenez, alors pensez à consulter un ophtalmologue aujourd'hui et demain, c'est ça? Oui. Aujourd'hui et demain pour savoir exactement. Le dernier mot, docteur? OK. Donc, le dernier mot serait notre slogan à nous, à Aux Petits Soins. Notre slogan, c'est « Mieux voir pour mieux vivre ». Donc, protégez vos yeux. C'est un organe qui est très important. Et la vue vous permet d'aller plus loin dans tout ce que vous faites. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui même, n'attendez pas un autre jour. Vous avez l'intérêt aujourd'hui même de vous faire dépister et d'avoir votre statut. Vous savez que vous n'avez pas le glaucome pour le moment ou vous savez vous l'avez. À ce moment, vous pouvez mieux vous protéger. Donc, je vous remercie de l'écoute. Et également, j'espère que vous allez mettre en pratique les conseils que nous avons prodigués au cours de cette émission. Sachez au moins à connaître votre statut, c'est le conseil du jour. Oui. Merci, docteur. Docteur Nathalie François de la clinique Aux Petits Soins. C'est ça? Oui. Bien dit. C'est pas Aux Petits Soins. On peut avoir accès. Ils seront effectivement aux petits soins. On a accès aux petits soins, mais la clinique s'appelle Aux Petits Soins. Aux Petits Soins. Merci encore une fois, docteur, et passez une bonne journée et bonne chance. Et j'espère que les gens vont effectuer le déplacement pour se faire une idée de leur statut. Et aujourd'hui et demain, à la clinique Aux Petits Soins, Canapé Vert, numéro 61. Numéro 61. Merci encore une fois, docteur. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, docteur Nathalie François. Au retour, on accueillera le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Cancer, mythe et réalité, quoi faire pour ne plus avoir peur des cancers? Moi, je m'intéresse pour moi recette ça qui a fait pas peur ou bien pas redouter cancer tellement depuis petit. Vous entendez mon peur cancer. Donc, docteur, on va dire non qui ça cancer là. Mais ce sera tout de suite après la pause. Merci de l'intérêt. À tout de suite.
Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Cancer, mythe et réalité, quoi faire pour ne plus avoir peur des cancers? Docteur Dieudonné Jean-Baptiste, bonjour, bienvenue. Bonjour Endel, bonjour tous auditeurs et téléspectateurs Métropole. Avant que m'entrer dans la question cancer, ça, qui parle thème principal, émission en conférence qu'on parle bail, c'est qui date encore le 25? Le dimanche 25. Le dimanche 25. À l'hôtel El Rancho. Où me recevoir là déjà plusieurs fois. Et dans l'autre occasion, c'était pour nous parler de l'hypertension artérielle et du diabète. Oui, nous parlons de ça déjà. On parlait de ça. Dernière fois, vous participez dans l'émission, ça gagne environ 4 ou 5 mois ou plus? Environ 6 mois. Environ 6 mois. Presque 6 mois. OK. Docteur Jean-Baptiste, combien de monde qui gagne diabète, combien de diabétiques qui aujourd'hui passent aux médicaments pendant qu'ils suivent conseil ou bien accompagnement? Une dizaine, mais je ne pas considérer un monde qui, le fait qu'on passe aux médicaments et qu'on est capable de faire ça au voulez. Ce n'est pas ça la question. Il y a seulement 2 personnes que je considère comme gradués, si je fais comme ça. Et les gens ont plus d'un an. Il y a des gens qui étaient sous insuline, pas sous insuline encore depuis plus d'un an. Et ça crée l'hémoglobine glycée à descendre en dessous de 5,6. Donc, tant qu'on ne pas descendre dans la zone entre 5,6, 5,2, je ne toujours considérer qu'on est diabétique et qu'on a besoin de soins, même si on n'a pas nécessairement besoin de médicaments. Même il y a environ 6 personnes qui étaient sous insuline, il y a 6 personnes qui étaient sous insuline, qui passent sous insuline encore, et environ une douzaine qui étaient sous médicaments, qui passent sous médicaments. Mais ce n'est pas de diabète accidentel, comme si on comptait des OK, t'es bon. La dernière fois que j'étais là exactement après l'émission, il y a des gens qui étaient là parce que tu as besoin pour madame ni prendre soin. Avec moi, par contre, sur son qui est, madame ni sorti sous insuline pour le moment. Il faut quitter les médicaments net, mais il passe sous insuline encore. Bon, nous avons chance dans une conférence, nous avons quelques témoignages, mais auditeurs, pas qu'on ait ça n'a dit là, s'il on parle de réalité, de vérité là-dedans, et que si ce n'est pas de la propagande qu'on fait. Pourquoi nous avons parlé de cholestérol tout? Qu'on te dit que c'est une bonne chose? Le cholestérol, c'est une bonne chose. Nous avons regardé le résultat, on passe un peu de moi qui sorti dans le laboratoire, à l'hôpital de la place. Et puis, on mettait les valeurs normales se trouvent entre 0 et 200. C'est vraiment pas très gentil de dire ça, parce qu'on ne peut pas vivre sans cholestérol. Et si le cholestérol descend au-delà d'un certain seuil, tant qu'on plus bas que 160, ou descendre vers 130, 120, les gens n'ont pas de symptômes. Et risque cancer, risque diabète et risque infection pour augmenter pour les gens. Donc, le cholestérol, c'est quelque chose d'important. Juste dire que telle valeur. Même quand on dit, par exemple, un docteur qui dit homard, c'est pas un bagage que le monde doit manger en pile, consommer en pile, parce que les bails cholestérol. Bon, alors. Moi-même, si je vous savez mourir, parce que moi-même, homard. Alors, dans la directive, ça les guidelines aux États-Unis que le gouvernement américain sorti chaque 5 ans. En 2015, il y aurait 6 sorties dans la directive pour dire que le cholestérol alimentaire n'est pas un problème pour la santé. Donc, elle garde des directives. Ça veut dire, il prend 50 ans pour y arriver à admettre, mais quand même, il arrive à admettre. Le cholestérol alimentaire est seulement représenté environ 20% seulement de cholestérol qu'on a dans le sang. Donc, la majorité du cholestérol qui est dans le sang, c'est foie qui fabrique, et il fabrique selon besoin. Donc, le cholestérol alimentaire, la manger quantité de cholestérol que vous voulez, ce n'est pas ça qui a bon cholestérol. Oui, moi, c'est même ça qui est impliqué dans vendre œufs, faire œufs. On ne va pas parler de œufs, ça. On va parler de œufs, ça. Non, manger quantité d'œufs, vous voulez, mais que ce soit œufs biologiques, œufs organiques. L'autre, je ne pas vraiment dire ça, je ne peux pas comprendre que. Non, ce n'est pas le cas. Non, mais par exemple, si je pour la caille, même faire élevage, ou bien m'acheter 11 œufs que j'estime qu'il n'y a pas rien de drôle là-dedans, donc je peux manger autant que je suis capable. Tout à fait. Pas de risque de cholestérol sans boucher, sans pas circuler, comme ça. Chercher l'autre cause. Chercher l'autre cause. Pas de science qui supporte ça, à ma connaissance. Si on a une étude qui prouvait, le partager la veille, je suis bien content.
je fais effort pour ma jour, mais on ne peut pas arriver toujours à rattraper la vitesse que la science apprend aujourd'hui. Hein. Mais cependant, d'après tout ça, je lis, et je dis que le gouvernement américain, enfin, dans la directive 2015, Vous conseillez ça? Oui. Ok, donc diabète ou dit que il y a des gens qui suspendent pas médicaments? Et en pile, moi, je me dis, il y a invité que nous avons dans l'émission, un professeur Maï. Là, moi, je me dis, on dizaine, lui-même, il a parlé, il dit, il y a des centaines de gens qui ont un diabète type 2 qui n'ont pas un diabète encore. Et qui a fonctionné normalement? Ah, et... bien sûr, lui-même, il dit des centaines. Donc, c'est juste pour te dire, ce n'est pas un bail Dieu donné. Montez sur le net, là, on va besoin diabète, c'est un bail qu'on y a. Oui, non, alors, je fais expérience à tout. C'est presque chaque semaine, il y a un bail nouveau. Sous diabète, médicaments, qui est diabétique, qui n'est pas diabétique encore. Mais il y a plein de gens qui pensent que c'est les gens qui derrière en pile vue sur Internet, là, comme ceux qui ont plein de monde visiter voilà, qui fait nouvelle ça sortie. C'est-à-dire que ce n'est pas de qu'on est capable de démentir ni critiquer. Non, je dis, c'est prouvé. Et puis, ce n'est pas seulement diabète. Mythe que X maladie. La science évolue en pile. Un bon exemple simple. L'homme de l'école de médecine, on te dit que cellules nerveuses pas régénérées. On ne peut pas dire ça encore. Vous comprenez? Donc ça veut dire, même quand je dis, nous croyons que nous avons un paquet de maladies chroniques qui n'ont pas de guérison, on ne pas croire que nous devons croire un rien définitif. On ne pas croire que nous devons croire que la science arrive dans une limite et que le camp est là. La science a évolué. Ça qui est vérité, je dis, demain, nous avons une meilleure vérité. Et s'il vous plaît, on doit même dire, ça nous te quoi comme vérité, ce n'est pas la vérité. Vous pensez que l'on a privé, n'a suspend parler de maladies incurables? Depuis on dans façon de penser, paradigme, médecine conventionnelle, on va toujours dire qu'il y a une maladie incurable. Mais si on est dans l'autre contexte, là où mettons l'autre lunette dans les yeux, on n'a pas besoin de parler de maladie incurable, parce que si je dis en lui, il n'y a pas arrivé à jouer un traitement pour lui, on n'a pas avancé. On a fini par jouer un traitement. Depuis nous chercher dans la bonne direction. Et je pense que nous avons ça tout sur question cancer. Alors, l'engagement s'organise, bien que nous sommes produits de la médecine conventionnelle, docteur. Nous sommes produits de la médecine conventionnelle, même tous, c'est une histoire personnelle. Et puisque je fais propre expérience avec la médecine conventionnelle, là, je bénéficie de ça de meilleur qui s'est aidé à me gérer les problèmes aigus, aider à me gérer les problèmes chirurgicaux. Je fais 3 chirurgies sous colonne qui réussissent de manière exceptionnelle. C'est un produit dans ce sens-là. C'est un produit tout dans le genre que je suis formé. Mais grâce à l'expérience personnelle, moi, l'ouvrir l'esprit, moi, l'autre bagaille, moi, que gain de parole que je t'ai appris à dire, qui n'est pas fin campé. Bon, comme tu as raconté l'histoire, ça déjà, le médecin me dit que là, pour gagner 50 ans, on ne peut pas virer court. Bon, je gagne 10 ans passé ça, et qu'on a toujours viré grâce à l'avancement qui est fait par rapport à côté science l'antée, les docteurs ont fait prédiction ça. Donc, c'était normal dans le moment? Oui, selon connaissance moment, pour le docteur, ça, c'était vrai. Mais cependant, ailleurs, il y a l'autre monde qui te croit que ce n'est pas nécessaire. Et puis, en fait, j'ai chance de vivre réalité ça. Cancer. Ça, cancer, docteur. Alors, cancer, c'est quoi? On entend plusieurs définitions. Je vais parler en définition savante. Et il y a une définition que je sur un radio que je remets, c'est que, imaginez qu'on gagne plusieurs petits monde dans le cas et puis il y a un qui vient carrément adopter des comportements qui sont totalement différents de tout ça que la famille a gagné comme valeur. Tu vois? C'est un ensemble de cellules qui tombent dans une série de comportements, ils ont multiplié, j'en ai reflé. Et de manière anarchique, ils n'ont pas mourir, les priorités de mourir. Là, ils ont commencé à multiplier, ils ont une capacité pour que ils fassent vaisseau sanguin viennent continuer à alimenter. Ça, c'est caractéristique. Ça veut dire qu'il y a des cellules qui multiplient de manière anarchique. Et puis qui sont capables de voyer missiles dans l'autre partie du corps. C'est ça, les métastases. Donc ça, c'est une définition qui est dominante de cancer. Et je dis, si on cherche le cancer, c'est une maladie génétique. Ça veut dire que c'est un problème qui gagne dans l'ADN et puis qui pousse ces cellules à multiplier. Tant que cellules enragées qui baillent toutes conséquences. Ça, c'est l'approche qui est dominante. Là. Et son approche, je dis,
ils ont investi en pile là-dedans plusieurs centaines de 200 milliards de dollars depuis le président Nixon investi dans la recherche. Ça, il baille très peu de résultats. Cependant, qui côté cancer sorti, gagné un prix Nobel. Monsieur a fait découverte ça en 1924. Et en 1931, il a été ballon prix Nobel pour lui. Il était remarqué, parce que monsieur, son belle histoire, il est Otto Warburg, c'est un Allemand. Et monsieur dit que il n'y a pas de découvrir une série de parties dans la cellule là. Mais monsieur a déjà dit ça que cellules cancéreuses ont une particularité. Et si vous cherchez sur net là, effet Warburg ou après ça, il dit que cellules ça n'ont pas respiré même genre toutes les autres cellules. Que ont en présence d'oxygène, que ont en absence d'oxygène, et puis ils ont fermenté. Ils ont fermenté glucose là. Et ça, monsieur fait toute ville à Goumen pour faire croire que c'est ça qui est la principale cause cancer. Tout ça, ouais, c'est détail, mais monsieur est marginalisé. Il a quitté l'idée de la tomber. Mais cependant, et ça n'a pas rentré dans le détail, histoire ça, dans la conférence, avec toute recherche qui fait après monsieur, et puis c'est comme si, au fur et à mesure, il a tourné vers cancer comme une maladie métabolique. Dans le point que Dr. Thomas Seyfried, en 2012, sorti un livre, monsieur dans Boston University, et il sorti un livre pour ça. Et avec nouvelle l'idée ça yo, et mais je dis un monde traitement cancer là après un l'autre tournant qui fait que des produits cancer yo est mort. Et puis des produits cancer, si nous prenons côté tant Haïti, il y a de chirurgie, mais si cancer est déjà propagé par des moyens, il y a de radiothérapie et puis il y a de chimiothérapie. Mais je dis il y a l'autre. Il y a une approche intégrée qui est capable d'offrir et qui est capable d'offrir aux patients de meilleures chances. On parlait de statistiques qu'on est là. Ah, ça c'est une bail qui si cancer sont maladies génétiques et c'est ça en pile monde quoi comme si monde qui fait gène, monde qui fait affaire con gène et puis gène ça a bon cancer. Parce qu'on va développer cancer parce qu'on a une prédisposition génétique là. Soit aller dans l'année 1900, je ne sais chiffre exactement, même quand il y a environ 1 monde sur 20 qui a cancer. Mais aux États-Unis, aujourd'hui, ils considèrent un garçon sur 2 et une fille sur 3 a un cancer pendant la vie. Et chiffre ça a pas aggravé chaque jour. Donc, quelque part, génétique n'a pas changé en quelques dizaines d'années ni en quelques centaines d'années. Avant, il y a un facteur, un variable qui changeait dans la génétique où ça prend millénaires. Donc, ça veut dire que quelque part, génétique n'a pas qu'à expliquer ça. L'autre parole qui plus qu'à expliquer, c'est qui information génétique l'en recevoir qui fait que l'exprimer ça, l'exprimer, hein, et c'est ça, il y aurait les épigénétiques. Mais vraie cause cancer là? Vraie cause cancer là. N'importe qui bagaille. Ou bien cancer yo. Ça c'est bien dit. N'importe qui bagaille. Alors, si on prend théorie dominante là, on va dire que c'est un ensemble d'éléments qui est capable d'attaquer l'ADN. ADN, c'est génétique cellule là. Et puis ça mène à une cascade de changements, il y aurait sa mutation, qui mène à une cellule cancéreuse. Mais cependant, approche métabolique, l'on dit que tout élément qui perturbe respiration cellulaire à niveau mitochondrial, c'est gros mot, on peut le chercher, mais c'est une série de petits organes, tout petits organelles, et chaque cellule qui gagne jusqu'à 2000 là-dedans, et gagne qui gagne très peu en fonction de cellules. Eh bien, ces perturbations respiration en côté cellules cancéreuses n'ont pas gagné capacité pour le brûler autre chose que le glucose et les protéines. Et protéines, c'est surtout un acide qui est la glutamine, pardon. Donc, depuis on est capable de mettre ces cellules là dans condition pour que les pas joignent glucose pour le fermenter, les pas joignent un pile protéines pour les utiliser, eh bien, on déjà mis en pression sur ces cellules cancéreuses là. Nous dit que qui ça pour faire pour pas peur cancer encore, il y a des gens qui disent oh ça sont gros promesses. Promesse non pas petit, c'est vrai. Mais il y a un principe de base, c'est que ou attirer ça au peur. Donc, on pas intérêt peur, rien. Mais ça, vous avez intérêt faire, c'est informer, éduquer, pour que vous compreniez. Et si vous comprenez, vous comptez ça pour faire. Ou pas peur encore. OK. D'après moi, qu'on est, là où se dit tout à l'heure,
selon la médecine conventionnelle, c'est opération, dépendamment de cas, avec risque s'il est en métastasé. C'est radiothérapie ou... C'est chimiothérapie. Ou chimiothérapie. Il y a dans un pays qui peut avancer honnête, il y a la thérapie ciblée et targeted therapy, ou capable d'aller dans le cancer, là, pour analyser, pour faire une thérapie qui est ciblée spécifiquement. Donc ça, c'est avec rayon, non? Non, pas avec rayon. Pas avec rayon? Capable tout avec des molécules chimiques, on va génétique. Il y a dans la génétique cancer là. C'est un bail très sophistiqué que pas demander pour me rentrer là-dedans parce que c'est vraiment pas domaine. Même Okay. connaît que l'existait. OK. Yeah. Maintenant, là, nous sommes conventionnel. Oui. Alternative, là, c'est qui ça les jeudi? Pas manger sucre. Je dis, hein. Parce que j'ai une théorie comme ça que je me que je lis. Suspendre manger, consommer sucre, alimenter cancer là, on va permettre que les épanouissent. Si nous partons de l'effet Warburg là, de ça Warburg est décrit depuis les années 1930, il a reçu le prix Nobel là pour ça. C'est que cellule cancéreuse là a ça comme caractéristique. Mais puis après Warburg, il y a Pete Peterson dans Johns Hopkins University qui fait 30 ans à faire recherche. Et recherche lui vient montrer plus ça Warburg démontré. Quand il y a sous travail Peterson Thomas Seyfried et un pilote Dominique D'Agostino qui est dans USF Tampa, ils ont continué à faire recherche sur ça et ils ont prouvé de plus en plus ce que Warburg te dit. C'est que je dis, hein, ou capable de mettre pression sur une cellule cancéreuse, là, il n'y a pas joindre carburant, là, il n'y a pas joindre source d'énergie. Donc, il y a une première façon pour mettre, et puis ensuite, il y a une série de recherches dans le laboratoire, qui c'est ça que tu mènes Thomas Seyfried d'ailleurs à faire recherche, ça, parce que monsieur était dans l'autre domaine, il a fait recherche avant. Et vous savez que si vous avez deux souris dans le laboratoire, là, vous avez la même qualité manger. Le simple fait qu'on réduit la quantité de calories dans elle dit deux souris qui ont un cancer, même type cancer là, et puis qu'on y a aller, vous avez même manger, vous avez mais on réduit la quantité de manger seulement, automatiquement, évolution cancer en ralentit. Donc, premier bail pour monde faire, c'est manger un peu moins. Mais quand il y a manger un peu moins, qui ça pour manger moins? Qui ça c'est le cancéreuse qui a utilisé plus? Il a utilisé glucose, il fermenté et il a utilisé protéines. Par contre, groupe aliment que nous plus méprisé, que nous plus parler mal, c'est les graisses. Il n'y a pas qu'à faire rien avec graisse. Il n'y a pas qu'à faire rien avec bon graisse. On ne peut pas parler de n'importe quelle graisse qui est dans la rue et il y a des gens qui disent, ah bon, on va manger graisse nette. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire gagner graisse à graisse. Mais je dis, il y a un meilleur bagage qu'on peut faire pour faire prévention cancer, c'est restriction calorique. Et il y a une façon pour faire restriction calorique, ça, c'est le jeûne. Le jeûne? Yeah. Et pas manger pendant un certain temps? Pas manger pendant un certain temps. Durant la journée? Ou bien durant des jours, même, pourquoi pas. Non, mais attendez, vous apprendre qu'il faut manger matin, midi et soir, non? Ça a plus business, commerce là-dedans que science. OK. OK. Donc, c'est juste pour dire que, je dis, par exemple, ils reconnaissent de plus en plus que là, nous avons parlé un paquet d'éléments qui agissent sur le matériel que les mitochondries. Style de vie simple, tant qu'exercice physique. Plus ou fait exercice physique, plus ou avez des mitochondries qui sont en santé. Ou dormir bien, ou gérer réponse ou à stress, puis bien. Tout ça là-dedans. Mais l'alimentation, et puis contrôler les toxines environnementales, parce que tout ça a intoxiqué le système respiration cellule. Tout ça après, non seulement prévenir le cancer, mais promouvoir la santé et le bien-être en général. Mais il y a des outils que vous utilisez aujourd'hui dans le traitement cancer, c'est la restriction calorique et ce qu'on appelle la cétose nutritionnelle. Ça veut dire qu'on mène le corps à un niveau que n'est pas tellement utilisé sucre encore comme source d'énergie. Parce que quand nous avons une capacité pour le bouler sucre ou bien graisse pour source d'énergie. Mais quand nous avons le sucre tout le temps, et c'est sucre qui boule plus. Et il vient perdre la capacité pour le bouler graisse. Et c'est ça, il perd ça crée la flexibilité métabolique. Là. Et qu'on est alors rebaille corps à flexibilité métabolique. Ça. Ou bien, pendant qu'on suspend de manger, automatiquement, on peut le bouler réserve sucre qu'on gagne encore.
Et puis après ça, corps pour le bouler graisse. Et ainsi de suite. Qu'on y a au bal manger plus graisse. Et il vient capable de développer situation ça qui mettait pression sur les cellules cancéreuses, qui fait que c'est un des outils que vous utilisez en pile dans la prise en charge intégrée des cancers. Ça veut dire Donc ça veut dire qu'il y a deux formes de traitement. Il y a de multiples formes. Par exemple, on connaît un monde qui, là, dans le pays, ce n'est pas patient nié, mais c'est une famille qui est patient, qui a utilisé de technologies qui sont totalement avancées, de technologies à la lumière et au son, pour même comprendre ça. Mon courant de méthode là. Donc ça veut dire, c'est pour te dire, c'est pas pareil que moi-même étudier, il y a d'autres approches. Aujourd'hui, on parlait de ça qui ou une approche conventionnelle, nous ne pouvons pas le voir jeter, mais c'est pour dire que, nous sommes dans une conférence, par exemple, tu as parlé de questions ça. Une approche intégrée, par exemple, qui consistait à réduire la glycémie et puis à bailler une petite dose de chimiothérapie tout petit, et là, ça, on n'a pas développé tout effet secondaire chimiothérapie. Donc, c'est pour dire qu'il y a des approches intégrées, mais c'est ça qui fait que je me dis, si on monde aujourd'hui ou éduqué, ou connaît ça pour faire, et ou fait, ou pas d'intérêt pour peur. Parce qu'on a fait la prévention active. C'est ça. Et puis, il a fini. Parce que prévention, aujourd'hui... Non, alors, c'est deux gains, il y a prévention active, il y a prévention passive. On a les actifs là pour nous. Prévention active là, ça l'est. On regarde les passifs là avant. OK. Passif là, c'est que je me fais bilan. Et puis, le docteur dit que je m'en forme. Et puis, je continue à vivre même genre. Et je tourne encore. Je l'année prochaine pour me faire l'autre bilan. Même pas faire rien, vrai. Sauf que je me fais un bilan et puis, oh, ma forme. Et comme qui n'aime pas en forme, non, pour me faire un bagage. Non. En prévention active, vous avez un ensemble d'activités que vous travaillez dur pour faire quotidiennement. Et vous avez un ensemble d'évaluations. Par exemple, vous avez des évaluations de terrain que vous avez fait. Par exemple, dans PHI, nous avons bientôt un test qui permet d'évaluer le terrain biologique et qui est le bioélectronimètre Vincent. Et c'est une technologie qui permet d'évaluer le terrain biologique, là, ou capable de voir que, s'il continue, il est capable de développer telle ou telle pathologie. Il est ça où travaille au quotidien pour faire prévention et non pas seulement compter sur dépistage périodique et puis espérer que la maladie n'a pas venir. Et s'il vient, ou rentrer dans le médicament. Docteur, on dit que... Alors, on a parlé de cancer, mythe et réalité. Ou pensez que gens que nous sommes capables pas obliger peur cancer. Mais ça, c'est par exemple, il annonce qu'on a un cancer. Non. Pas besoin. Non, on travaille avant le cancer arrivé. OK. Bon, ça, c'est dans la prévention. Bien sûr. Bon, et il n'est pas donné au commun des mortels la possibilité, par exemple, de prévenir. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que, si on n'est pas informé, on ne peut pas même qui mode de comportement pour gagner, qui mode d'éducation. Ça dépend de l'éducation qu'on gagne. C'est ça. C'est ça qui fait les bons pour aujourd'hui. Nous avons une chance que l'information, même le une cacophonie dans l'air là, mais on est capable d'éduquer tête. On est capable de prendre temps pour éduquer tête. On est capable de dédier un petit temps régulièrement pour éduquer tête en matière de santé. Donc, dans les deux, prévention active et passive liée à la portée de n'importe quel monde. Je ne peux pas dire la portée de tout le monde, étant donné les difficultés nous connaissons pour accéder aux soins en Haïti. Mais on dit que lié à la portée de un peu le monde, mais tout le monde ne pas nécessairement utiliser. On dit bilan. Cherchons un petit corps par le médecin pour dire qui sont et qui sont état santé. Nous connaissons un peu le monde en Haïti qui n'a pas de possibilité ça. On dit que nous avons une culture là, plutôt, on dit aux possibilités. Bon, moi, je travaille dans tout le coin pays. Donc, ça veut dire que je connais de côté vraiment. On connaît de qui ça va parler. Je connais de qui ça va parler parce que vous considérez de côté, vous avez même un laboratoire dans pratiquement un arrondissement et un département qui est laboratoire. C'est ça que je me dis que le problème accès à poser, mais quand même, tout le monde devoir nous, c'est éduquer tête nous et mettez en pratique. Okay. Là, nous sommes en phase préventive, docteur. Que la prévention soit active ou passive, on a parlé de prévention. Oui. OK? Oui. Maintenant, on arrive dans la phase où il y a un monde qui a un cancer. Docteur dit le cancer a métastasé. Docteur a dit vos jours sont comptés. Monde ça, si l'attendez nous là, qu'on y a suivre nous la salle de faire. Vous connaissez que nous trompons souvent. Là, nous disons que nous jour le compter. Et c'est ça que fait nous jouer un peu le monde qui dit que je te dis que j'ai temps mois et puis qu'on y a ma vivre tant année.
Je dis, vraiment un espoir dans toute situation. Je vais un exemple que je vais mentionner, bon, parce que le récent, c'est un monde qui vit aux États-Unis, une demoiselle de 76 ans, et qui a un cancer, et puis qui métastasé dans la colonne. Là, ils ont examiné, ils ont vu que pas de fait pour lui. Ils ont fait une radiothérapie pour lui, pour décomprimer la colonne, pour que le cas bouge un peu. Et puis, ils ont envoyé pour avec médicaments pour douleur et attendre 7 jours. Il y a un monde qui te prend soin avec, qui vient avec petite livre. Longue histoire courte, il vient dans la clinique là. Et nous commençons à utiliser une approche qui mettait pression sur les cellules cancéreuses pendant qu'on a un programme de réhabilitation des mitochondries. Et les gens sont venus sur un walker, et qu'on y allé sur un bâton. Et 3 mois plus tard, environ 2 mois plus tard, il tourne l'église. Alors que c'est aider pour le faire ça, pour le faire la qualité. Est-ce que le guérit? Non. Mais on est capable d'améliorer la qualité de vie et bali. Et il ne pas prendre médicaments pour douleur encore en passant. Donc, juste pour dire que ce n'est pas un seul qui a intégré l'approche. Et les gens, si par exemple, comme ils parlent ensemble avec le docteur, c'est possible que vous êtes capable d'intégrer l'autre approche de traitement et vous êtes capable de gagner de meilleurs résultats. Aux États-Unis, il y a un paquet de centres qui offrent mode traitement intégré ça. Et au Canada, tout. Et mode traitement intégré ça, il a prouvé que ça marche mieux que n'importe quelle approche considérée isolément. Vous pensez que bientôt, bien qu'on se dit que un traitement conventionnel, vous ne pouvez pas rejeter, mais vous pensez que à l'avenir, on a investi moins d'argent dans chimiothérapie et radiothérapie? Dr. Thomas Seyfried, qui écrit le livre Cancer et maladie métabolique, monsieur dans l'université de Boston, ça c'est rêve. Et il pensait que il y a sur route pour ça. Il pensait que il y a juste un cancer et puis ok. C'est comme si vous étiez en grippe? Un cancer, ok. Et puis, parce que tout simplement, vous venez une approche qui pas impliquée des produits toxiques et qui impliquait un style de vie et qui commençait par preuve. Qui par preuve dans ça y aurait les tests qu'ils fait dans le laboratoire, mais qui a commencé par preuve. Mais cependant, je dis, il y a un nœud qui gagne, c'est que pas gagner un peu de financement pour recherche. Ça y est. Et Dr. Seyfried gagne l'autre, en sud-coréenne qui était dans Johns Hopkins, mais qui est dans l'université de Baltimore. Il gagne un produit candidat et il arrive traiter un monde qui a gagné un cancer du foie avec, c'est en Hollande et il a traité dans l'Allemagne. Mais il y a un traitement. Mais le cancer, l'ensemble, c'est un petit monde qui a mourir, mais ils vivent encore. Mais ça qui est plus belle, le produit candidat, ça, il n'y a pas de jeunes cellules cancéreuses là, ils mourent de pneumonie. Et parce que le foie était tellement épuisé. C'est juste pour dire que gain espoir, et c'est bon pour nous éduquer tête nous, et que gon l'heure, et bon, même il y a un docteur qui dit que gon l'heure, nous pouvons regarder une série de traitements à faire, je dis, tant coup barbarie. Et même si on connaît la médecine qui s'en fait pour nous traiter un monde qui est malade, un monde qui a une infection de la gorge, eh bien, nous sommes venus avec ciseaux, nous couper, nous faire le sein pour nous jeter un peu sang, pour établir l'équilibre. C'est comme ça. George Washington, le premier président américain, tu recevoir traitement ça avant de mourir. Mais je dis, si on dit ça, on dit, oh, non, ça. Mais on connaît que je dis en tout. Et sous qu'on histoire chimiothérapie, comment chimiothérapie fait arriver, on peut comprendre facilement que bon, l'on a privé, bah, ça n'a pas tellement à la mode encore. Et là, nous toujours, docteur, et mythe et réalité, nous toujours dans la médecine traditionnelle. Bon, là... Nous quittons conventionnel là. Non, mais alors, médecine conventionnelle, là, je dis... Ou bien est-ce que vous mariage là entre les deux? Ah non, depuis nous dit intégrer là, nous intégrer toutes meilleures connaissances qu'il y a dans le moment. Et ça veut dire, je dis, ou un paquet de monde qui a un cancer, traitement conventionnel, aider en pile, on va pas le voir le jeter. Mais cependant, on va utiliser les nouvelles approches. Alors, les nouvelles approches capables d'aider, capables de contribuer, puisque, si tu as bien compris, même radiothérapie et chimiothérapie qui relevaient de médecine conventionnelle, ils
pas permettre que le traitement ou encore vienne réversible. C'est gravement. Est-ce que vous dit que est-ce que vous guérit mon nom? Est-ce que vous guérit mon nom? Vous menez mon nom dans ça une rémission. En général, c'est le langage ça vous parlez. Parce que vous pas jamais osé dire guérir parce que en pile fois, vous voyez cancer là tourner. Donc c'est ça que vous pas dire guérir. Et on dit que si vous faites on prend un exemple. On connaît un monde qui t'a suivre aux États-Unis pour la faire chimiothérapie aux États-Unis. Mais chaque fois qu'il vient en Haïti, madame n'y prend soin. Il y a un gens qui extraordinaire. Mais chaque fois qu'il tournait, quand le docteur en Boston, le docteur a dit, mais ça vous fait, ça vous fait là, tout simplement, il bien manger. Mais ça, pour lui, le docteur a dit que ça, mon a fait entre séances de chimiothérapie, il faciliter, il améliorer la qualité de vie. Donc ça veut dire qu'on est capable de combiner. Ou capable de combiner. Oui, mais si nous prenons un résultat, si nous prenons un résultat concret, et qui choix nous devons faire, même si on dit qu'il faut que nous combiner les deux, mais gagnons qui kembe maladie, ou bien parce qu'on phase arriver au douce douleur, c'est pour chasser douleur. OK. Jusqu'à ce qu'on mourit. Mais là, si nous comprenons le progrès ou dit qu'il fait là, dans le traitement, est-ce que pas une possibilité pour nous choisir? Aux États-Unis, il y a pile de monde qui fait un diagnostic cancer, ils n'ont pas couru pour un traitement et ils ont exploré toutes options qui sont disponibles. Il y a des gens qui ont refusé pour un traitement conventionnel. Et ça marchait pour eux. Mais je dis, si on parle de standards de soins, par exemple aux États-Unis, si un parent refuse de faire petite chimiothérapie, l'État doit prendre tout le monde. C'est un peu le monde a gourmet contre lui. Mais parce que la chimiothérapie n'a pas toujours bon résultat. Ça veut dire que les parents ont gourmet pour qu'ils aient un choix. Ils font un choix éclairé. Mais il y a un côté qu'on est arrivé, OK, vous voulez faire la chimiothérapie, mais qu'est-ce que je fais pour me préparer comme ça pour que soit capable de recevoir assaut chimiothérapie oui. Plus ou moins bien. Et là, ça fait ou minimiser l'effet secondaire et ou minimiser l'attaque que la chimiothérapie a gagné sur l'autre cellule. Là, on mettait un monde en cétose nutritionnelle, c'est exactement ça qu'on fait. Ça veut dire on fait que toute cellule cancéreuse qui n'est pas capable de vivre dans cette cétose nutritionnelle, sont plus vulnérables. Et là, on attaque, yo même cellules mourir plus, alors que cellules communes qui lui-même une capacité pour vivre avec l'autre sous énergie, ça lui-même subit attaque la moins. Donc effet, ça veut dire ou minimiser l'effet secondaire. Docteur, au moment donné, nous que nous ne pas obligés peur cancer. Ça veut dire que si je dis à M. le docteur Malfon Bilan, je ne mets un cancer. Quel que soit côté, prostate, cerveau, foie, poumon et autres, comme on a parlé de plusieurs types de cancers. Je dis au gain espoir. Donc, je n'ai pas besoin de courir les morgues, de préparer pour moins de 3-6 mois pour mourir. Je dis au gain espoir. Gain espoir, faire recherche. Parce que gain espoir. Parce que il y a pile de monde qui efface fatalité avec en combinant les approches ou bien carrément avec des approches alternatives. Bon, eh bien, l'expérimentaire là, nous aidons plus le monde. Bon, moi-même, une mission comme ça, c'est toujours inspirer les gens pour aller faire recherche. Pour que les capables de joindre plus d'informations. Nous ne pouvons pas prétendre. Là, je souhaitais que me lancer quelques mots qui choquaient l'esprit. Ça veut dire pour dire que cancer, pas une maladie génétique. Cancer, c'est une maladie métabolique. Je dis, c'est façon de penser ça qui a évolué. Et si vous dites son maladie métabolique, vous gagnez au café. Et toutes ces actions au café, là, vous accumulez, vous gagnez un résultat. Mais il y a un plus gros point que je voulais mettre l'accent sur lui, c'est nous manger trop farine et trop viande. Réduire ça, manger plus feuilles et puis manger plus bon graisse. Oui, mais on parle de viande, docteur. Toute viande, quel que soit le viande. Je dis, Dr. Walter Longo, qui est directeur institut pour longévité dans USC, en Californie, il estimait que nous avons besoin, pour nous vivre longtemps et en santé,
nous avons besoin seulement 5% de calories sorties de produits animaux. Nous mangeons trop viande et nous mangeons trop farine. Et puis nous mangeons trop et nous pas besoin de manger pas de plein. Et trop souvent. Nous mangeons trop et trop souvent. Et il y a une meilleure prévention cancer, je dis encore au café, c'est apprendre le jeûne, commencer par le jeûne intermittent et travailler pour qu'on arrive dans le jeûne prolongé. Faites, pourquoi pas quelques jours de jeûne par mois, il y a 2 jours, 3 jours de jeûne par mois. Et Dr Sifri recommande environ 7 jours de jeûne minimum par an dans le cadre d'un programme structuré de prévention de cancer. Vous faites expérience ça déjà, docteur? Oui, je fais 24 heures, 48 heures sans problème. Maximum, moi, c'est 90 heures. Sans manger? Sans manger. Et puis... Nous ne pouvons pas prendre un petit comprimé alternatif pour qu'un zéro, seulement un petit sel. Parce que là, en cétose nutritionnelle, on a perdu un peu le sodium. Donc, on prend un petit sel d'Himalaya. Et puis, niveau d'énergie... Même quand on dit que, par exemple, il y a un monde qui est diabétique, ils vont le lever pour le manger, sinon comment on dit ça encore? C'est vrai, il peut tomber en hypoglycémie, mais nous faisons tout ça, nous faisons ça avec des diabétiques. Et quand il y a un diabétique, un ancien diabétique qui fait 3 jours d'affilée de jeûne. 3 jours? 3 jours. Je vais prendre 2 questions auditeurs. Quid de l'hyperthermie du docteur Hans Sniper comme traitement du cancer? Ou gagnez, c'est ça que les approches alternatives, ça c'est une. Mais on gagne tout utiliser oxygène hyperbare et un paquet d'approches alternatives qui dehors et qui peut être disponible en Haïti. Mais nous souhaitons leur cap disponible. Quand l'autre auditeur qui dit m'dou, il a fait on parler de curcuma. Curcuma c'est de concombre, non? Non, curcuma c'est turmeric. Ah, ou safran. Curcuma ou safran qui c'est un plus puissant anti-cancer dans la plante. C'est vrai qu'il y a pile d'études qu'on fait sur le curcuma jeudi. Et il y en a que je ne pas mais qu'il faut pas rentrer dans pièce produits spécifiques. Et curcuma, il y a des gens qui prennent comme un bail magique et que les pral faire guérison ceci, guérison cela. Ils sont puissants antioxydants, sont puissants anti-inflammatoires, sont puissants anticancéreux. Et c'est quelque chose que le monde doit mettre dans l'alimentation. Mais pas étonné qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas tolérer le curcuma. Donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas considéré le curcuma comme un médicament, comme un produit miracle, mais c'est un aliment, c'est quelque chose qui peut faire partie d'un style de vie sain. Curcuma et safran. C'est même bail. C'est même bagaille, oui. Yeah. OK. Bon, docteur, et qui la conférence à bail, qui côté, qui j'ai besoin participer là-dedans? Ou capable, la conférence a faite le 25 mars dans l'hôtel El Rancho, et puis il y a un petit déguis, c'est que, coïncidemment, c'est que PHI était créé le 25 mars, et ça fait 5 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un petit volet commémoration, on a même gagné un gros artiste, je ne vais pas dire non parce que le pas de autorisation pour me dire ça, qui sont patients écrits, qui a chanté pour nous. Mais son gros artiste, si me dit non là, la font chanter, et puis possiblement qu'il y a l'autre bail. Nous pourrons informer, et puis moi-même m'a présenté, Dr Bellinjohn lui a présenté, et puis nous avons un professeur Magny qui pas seulement pour le bon nos théories, mais qui va parler de l'expérience que le fait lui-même dans la prise en charge intégrée du cancer pendant les 35 dernières années. Est-ce qu'il y a un pile adepte de la médecine traditionnelle en Haïti aujourd'hui? Qui sont les on parle d'autres médecins. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce que de nombreux médecins qui ont pratiqué, même j'avais la médecine traditionnelle la en Haïti? médecine fonctionnelle? La médecine fonctionnelle, oui. Pour le moment, c'est PHI seulement qui parlait de médecine fonctionnelle, mais il y a l'autre monde qui fait l'autre approche de médecine naturelle. Et c'est même chapeau. Parce que nous, en fait, Jean-Paul Louel, nous aimons faire une présentation pour parler de la nouvelle médecine. C'est une médecine qui intègre le meilleur de toutes les approches. Oui. Donc, on retourne rapidement sur modalité de participation. Bon, on est capable d'acheter 4 dans l'hôtel El Rancho ou bien dans PHI, 11 dans Platinum Plaza, 11 rue Roger Pétionville. On est capable d'aller dans 43 30 70 71 ou bien 37 52 04 45. Merci, Dr Dieudonné. Et je souhaite bonne chance. Je souhaite que faire des déplacements pour suspendre le cancer et puis l'autre pathologie qui a miné autour. Et puis, je souhaite que vous-même comprendre que l'on fait une activité pour faire prévention active du cancer, ou faire un plomb gaillé, ou capable d'attaquer un pile l'autre maladie et
Qui là qu'on pas connaît. Oui, parce que c'est ou pas traiter seulement un pied bois dans la forêt, mais voilà prendre l'adresse de la forêt ensemble. Et comme ça, c'est une approche système et ça va des résultats qu'on pas attendre. Merci, docteur. Passons un bon week-end. Merci, Wendell. C'était un plaisir. Merci Vous avez pour l'opportunité. suivi, madame, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Je vous souhaite un très bon week-end avec Métropole. Et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.